Alors, je rappelle à nos spectateurs que nous sommes en direct sur salamandre-tv.net en partenariat avec Baglis TV. Nous recevons ce soir Antoine Fratini et Édouard Collot pour un échange autour de la psyché, l'animisme, la nature. Et vous pouvez continuer à poser vos questions sur le site internet. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de cette émission et parce que les premières questions arrivent déjà. Alors, on a Florence, une internaute, qui nous demande Philippe Descola propose de donner un statut juridique, non plus à des individus, mais à des rapports, c'est-à-dire à des écosystèmes, à des collectifs d'humains et de non-humains. Est-ce que c'est possible concrètement et est-ce que ce serait une bonne idée? Antoine Fratini? Philippe Descola a beaucoup parlé de la nature, des quatre ontologies, donc du totémisme, de l'animisme, du naturalisme. Statut juridique, oui, il n'y a pas que Descola, on en parle, on parle de... bon, il y a déjà eu des progrès dans la manière de concevoir les animaux, on leur a donné quand même des droits aux animaux domestiques. Et effectivement, il y a par exemple le président de la Bolivie, Evo Morales, qui dans les années, alors peut-être 92, non peut-être, enfin ça je ne suis pas très sûr, avait proposé un protocole enfin, pour justement préserver les droits de la terre-mère, auquel des scientifiques s'étaient justement opposés en souscrivant l'appel qui est passé à l'histoire sous le nom de l'appel de Heidelberg, parce qu'ils avaient peur que justement, en parlant de terre-mère, justement, il y aurait eu une perte de civilisation, des bienfaits apportés par l'industrie, la science. Et ensuite, il a été certifié que ces scientifiques étaient tous en clair conflit d'intérêts, car ils travaillaient pour des lobbies. Donc, qui avaient tout l'avantage à ce que ces droits ne soient pas accordés à la nature, justement. Donc, le statut juridique, oui, bien sûr, parce que tout marche comme ça maintenant, si on veut, disons, éviter des massacres et des injustices, il faut passer par le juridique. Édouard Collot, une question plutôt pour vous. C'est Daniel qui nous la pose. Pouvons-nous passer d'une psychologie personnelle à une psychologie transpersonnelle? Dans ce cas, qu'est-ce que la santé mentale? Oui, bon, c'est une question intéressante, en effet. Bon, la psychologie transpersonnelle, elle existe. Elle a des émules comme Stan Grof, par exemple, aux États-Unis, et bien d'autres. Pour moi, toute psychologie est transpersonnelle, dans la mesure où, comme je l'ai dit, il me semble que il faut innover, il faut transformer cette psychologie binaire en une psychologie ternaire et introduire le sacré dans la psychologie. Si la psychologie nie le sacré, eh bien, il lui manque un terme. Jung a été très clair d'ailleurs sur ce sujet. Il a dit, si vous connaissez l'âme du monde mais que vous ne connaissez pas le réel, en gros, je paraphrase, il vous manque la moitié du monde. Mais l'inverse aussi, il vous manque la moitié du monde. Donc, c'est évident qu'il faut associer les deux. Alors, on peut l'appeler transpersonnel si on veut, oui, mais en vérité, toute psychologie devrait prendre en compte le sacré. Voilà, pour faire simple. Merci. Alors, Vanessa rappelle que vous avez parlé d'hallucination, entre guillemets, tout à l'heure. Et alors, elle dit, mais comment finalement parvenir à distinguer ce qui appartient au monde imaginaire ou bien ce qui appartient au monde imaginal? Autrement dit, quelle est la part de mes projections et la part peut-être de quelque chose qui existe objectivement en dehors de moi? Bon, tout d'abord, il y a l'imaginal imprègne l'imaginaire et l'intellect, voilà. Donc, il y a une frontière extrêmement mince et c'est plutôt le regard qu'on porte sur l'objet qui va définir l'objet, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si on regarde
sa vision comme une vision, eh bien, on va partir du principe qu'elle existe, c'est une vision, et qu'on a vu quelque chose qui a une réalité subjective. Si maintenant on le regarde comme une hallucination, eh ben on dira j'ai été halluciné. Alors, ça m'arrive très souvent de voir des patients qui interprètent grosso modo le même phénomène, soit comme des visions, soit comme des hallucinations. Voilà. Alors, c'est une question sociétale, c'est une question de culture. Il est évident que quand je reçois quelqu'un qui vient d'Asie ou du Maghreb, comme ça m'arrive souvent, il n'y a pas du tout la perception de l'hallucination que si c'est quelqu'un qui est européen, grosso modo. Voilà. Donc, la différence, c'est surtout une question d'interprétation. Alors ensuite, eh bien, comme on le dit d'une façon très, très amusante, mais relativement juste, si les hallucinations s'enchaînent et que ça forme un contenu délirant, eh bien, je dirais que le délirant ne s'aperçoit pas qu'il délire, et on sait bien que si quelqu'un se pose la question de savoir s'il a eu une vision, une hallucination, c'est déjà qu'il n'est pas délirant. Donc on peut considérer que c'est plutôt une vision. Voilà, je vois Antoine qui fait oui de la tête. Oui, Antoine, que pensez-vous de ça? Ah oui, je suis tout à fait de cet avis. C'est le critère plus important pour pouvoir définir, enfin distinguer l'hallucination d'une vision. L'halluciné prend, disons, son hallucination pour la réalité. La vision, il y a quand même un petit détachement. On ne peut pas nier ce qu'on voit, mais on se pose des questions, on se demande. On est quand même en possession de nos moyens. Voilà. Ouais, ça me rappelle, excusez-moi, mais Jung dit à ce propos d'ailleurs qu'il a eu la chance de pouvoir vivre l'état psychotique sans l'être. Même s'il y a des gens qui disent le contraire, mais ça, je pense pas que ce soit exact. Mais oui, Édouard Collot, vous parliez de patients qui viennent d'autres aires culturelles. Ça me rappelle un jour un jeune musulman qui m'a fait la réflexion suivante. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi est-ce que vous, quand on se sent pas bien et qu'on va chez vos médecins, on reçoit des pilules, et pourquoi est-ce qu'ils traitent pas les esprits? Oui, quelqu'un vous a dit, oui. Voilà, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc, ça montre bien que dans d'autres cultures, il y a des rapports tout à fait différents à la psyché et au mouvement de la psyché. Bien sûr, bien sûr. Alors, Antoine Fratini, Florence nous demande comment l'animisme des peuples premiers peut aider l'homme moderne à repenser sa représentation de la nature dans un monde mondialisé, urbain, avec une forte démocratie. Et j'enchaîne par la question de Paul qui nous dit, est-ce que la pensée animiste est-elle reliée à l'anarchie? Ou est-elle systématiquement anarchique? Alors, par anarchique, peut-être, si je comprends bien, il doit entendre il n'y a pas de maître à penser, disons. Non, c'est une expérience plutôt personnelle. En ce sens, oui, il y a quand même des chamans et des initiés qui prennent soin des non-initiés, par exemple. Il y a quand même une culture qui forme un contexte, donc, où les visions peuvent être reconnues, peuvent être intégrées à l'histoire du clan, à l'histoire justement que vit la personne. Et par rapport à la première question, effectivement, vous l'avez posé aussi ce genre de questions avant, la nature est fondamentale. Jung, il a eu ses plus grandes intuitions, il a écrit ses plus belles pages à partir du moment où il était à Bollingen et dans un milieu naturel au bord du lac où il se promenait. Il était vraiment en contact avec la nature. Il nous raconte même des expériences, des anecdotes, des coïncidences signifiantes tout à fait surprenantes, comme quand justement il s'entretenait avec l'esprit de Philémon au bord du lac, donc il avait des visions, il s'entretenait, il parlait, personne ne le voyait, c'est peut-être ce qui lui permettait d'être assez à l'aise. Et ce Philémon, il l'a représenté avec des ailes de martin pêcheur, et justement, dans une de ses promenades, il a rencontré un martin pêcheur mort sur le rivage du lac. Donc c'est une coïncidence qui nous montre bien
que on ne sait pas par quel mystère, disons, mais le monde intérieur et le monde extérieur sont intimement liés. C'est ça qu'on appelle la synchronicité. Et la synchronicité, c'est seulement il ne se produit rien dans une synchronicité, parce que c'est acausal. Donc, par définition, il ne peut rien se produire. Ce qui se produit, si on va employer quand même ce terme, s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, on peut se rendre compte qu'à côté d'une cause et d'un effet, il y a aussi un autre principe qui répond au sens. Voilà. Mais c'est dans tous les moments, il y a des synchronicités. Chaque instant. Il n'y a pas un instant, seulement on ne s'en rend pas compte. Et là, on parle de synchronicité quand on s'en rend compte seulement. C'est ça. Voilà. Donc, si on pouvait se rendre compte de toutes les synchronicités, on aurait cette perception du tout. Ah oui, certainement, mais là, ce serait vraiment l'individuation réalisée d'une manière la plus complète, je pense. C'est ça. Alors, Patricia nous demande, est-ce qu'il y a d'autres mythes fondateurs que celui du héros que vous évoquiez? Et alors, j'ai envie de vous poser aussi en sous-question, parce que finalement, à vous entendre parler, je ne peux m'empêcher de penser que, outre les cultures traditionnelles animistes, mais finalement, j'ai l'impression que nous, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, avec tout le petit peuple, toute la féerie, toute la mythologie de chrétiens de Troie ou d'autres, etc., les contes populaires, on était aussi dedans, en fait, finalement. Dedans, quoi? Dans cette pensée animiste, dans cette pensée proche de la nature. Disons qu'à cette époque, enfin, vous parlez du Moyen-Âge, à cette époque, on avait déjà commencé à créer cette séparation, je pense, hein, parce que justement, le catholicisme a beaucoup lutté contre tout ce qui était nature, tout ce qui était païen. Les sorcières, qui rappellent vaguement les chamans, évidemment. Pareil, leurs potions, comme les druides. Bon. Et donc, à cette époque, il y a une très grande séparation, déjà, entre culture et nature, et du reste, le philosophe, qui est pas vraiment de cette époque, mais un peu plus tard, Giordano Bruno, avait déjà essayé de réparer cette scission entre nature et culture. Et il disait justement que pour arriver à Dieu, il fallait passer par la nature. Il était même brûlé vif pour ça. Tout à fait. Et ça montre bien qu'il fallait faire un effort surhumain. Il fallait aller contre-courant, parce que la culture, déjà à l'époque, nous séparait vraiment de nature. De l'animisme, surtout. C'est quelque chose de tabou. De tabou, ok. J'ai l'impression que ça s'accentue quand même beaucoup plus à partir de la Renaissance, en fait, justement, cette scission, en fait. J'ai l'impression qu'au Moyen-Âge, il y a quand même encore fort une pensée symbolique, proche de la nature, une conception du monde beaucoup plus englobante, en fait. Le cloisonnement, etc., vient beaucoup plus à la Renaissance, en fait. Alors, Édouard Collot, il y a une question de Guy qui nous demande sur l'actualité des attentats récents, hein, que tout le monde a encore en tête, malheureusement. C'est évidemment tragique ce qui s'est passé. Avez-vous quelques commentaires à faire d'ordre métapsychique et non émotionnel? Je crois que c'est très difficile de parler de ces attentats qui sont... il y a tellement d'aspects qui sont entremêlés dans ce problème que ça me semble difficile d'en parler. Bon, la seule chose que je pourrais peut-être dire en excluant la part émotionnelle, si vous voulez, c'est que on est précisément dans un registre de religieux. Bon, je fais pas l'amalgame entre évidemment musulmans et puis ces courants qui sont des courants qui n'ont plus rien à voir avec le Coran, évidemment, ou de très très loin, si vous voulez. Donc je pense que là, on a affaire à quelque chose qu'on connaît bien
quand on travaille sur les états de conscience modifiés, c'est la capacité terrible de l'humain à être manipulé par des groupes de pression ou par voilà des gourous, enfin le terme gourou dans le sens européen, parce que dans le sens indien c'est un peu différent. J'ai récemment assisté au spectacle de Mesmer, pas le Mesmer évidemment du 18e, mais celui avec 2 S qui s'appelle le Fascinateur, là, le Canadien. Et j'ai été très choqué, si vous voulez. J'étais choqué, j'étais avec des amis qui pratiquent aussi comme moi l'hypnothérapie, etc. On connaît bien toutes ces techniques. Donc évidemment, on n'a pas été susceptible au fascinateur. Mais j'ai vu 50 ou 60 personnes qui ont fait le nourrisson, qui ont fait vraiment des choses qui étaient d'un ridicule extraordinaire. Et je me suis dit, dans un autre contexte qui ne serait pas celui-là, je serais aussi capable d'entrer dans une sorte de transe qui mettrait mes capacités de discernement à l'écart. Donc je pense que l'humain est capable comme ça et là je rejoins la banalité du mal, si vous voulez, que Hannah Arendt a développé, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que tout humain peut devenir un monstre, et tout humain peut se laisser manipuler par dans certaines. C'est une question de circonstances. Bon, on a eu le nazisme, hein, là on a. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça, effectivement, il y a quelque chose à voir avec. On est aux antipodes, si vous voulez, de l'individuation. On est dans un système qui est diabolique. Bon, pour moi, c'est un système diabolique. On est bien d'accord. Alors, Audrey nous demande, Edouard, vous avez évoqué la capacité de reconnexion ou de soins que des plantes psychotropes pouvaient provoquer. Ne pensez-vous pas que des individus fragilisés, en allant au Pérou ou au Brésil, n'accroissent leurs blessures, leurs délires psychotiques? En rapatriant avec leurs parents décédés, régler aussi des conflits familiaux, alors que tout cela est réalisé sous hallucinogène. Bon, si vous voulez, voilà, il se trouve qu'il y a actuellement une forme de néo-chamanisme, et là je différencierais 2 choses. Il y a un néo-chamanisme vivant, il y a un chamanisme vivant, c'est-à-dire que le chamanisme n'est pas mort, si vous voulez. Au contraire, il est extrêmement vivant, mais il y a une véritable tradition chamanique vivante. Et à côté de ça, il y a des gens qui font commerce d'un pseudo-chamanisme, voilà. Il faut savoir que une plante hallucinogène, c'est une plante rituelle, c'est une plante. On parle de l'esprit de la plante. On va interviewer, on va demander à la plante de nous ouvrir l'esprit, de nous donner des réponses. Et ça se passe dans un contexte sacré, avec des chants sacrés, avec un officiant qui va être quelqu'un qui a des années et des années de pratique. Et là, si on le fait dans ces conditions, c'est pour retrouver l'unus mundus, l'âme du monde, si vous voulez. Alors pour moi, c'est un processus d'individuation, c'est un processus d'ouverture sur le sacré, d'ouverture sur l'intelligence du cœur, et c'est pas forcément un soin. Bon, je dirais par analogie, si vous voulez, c'est comme parfois j'entends des prêtres ou qui envoient des gens se soigner par la prière. Bon, en effet, pourquoi pas? Mais je veux dire, le détour par un thérapeute est une chose qui peut être indispensable, la prière n'étant pas nécessairement ce qui va soigner la personne. Donc, il y a déjà différentes formes de traditions. Ces traditions, il faut qu'elles soient authentiques. Or, elles le sont de moins en moins dans ces pays-là. Enfin, je parle de l'Amazonie, du Mexique, etc., ou voire de l'Afrique, avec l'iboga, par exemple. Bon, ces traditions sont perverties par des gens qui font de l'argent, il faut le dire clairement. Voilà. Et à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir, en effet. Bon, mais il y a par exemple Mabib, le docteur Mabib, qui est un confrère psychiatre, qui est au Pérou, qui a une clinique,
qui s'appelle, bon, son nom m'échappe, mais enfin tout le monde pourra retrouver ma bille. Oui, voilà, Takiwasi. À Takiwasi, il soigne les drogués. Il faut savoir qu'il soigne les drogués avec des substances telles que l'héroïne ou toutes sortes de. Il les soigne avec des plantes et avec quoi? Des séjours en forêt tropicale où ils sont isolés pendant plusieurs jours, etc., etc. Alors, il y a tout un rituel, si vous voulez, qui est mis au point. Et ces plantes ont une puissance sacrée quand elles sont utilisées de la bonne façon. Voilà. Bon. Antoine Fratini, comment faire la différence entre le vrai chaman et le néo et le faux chaman? Oui. Déjà, il faut dire que pas tous les néo-chamans sont des faux chamans. Attention. Il y a aussi des mouvements qui sont très intéressants de ce point de vue, parce qu'ils essayent vraiment de récupérer les anciennes traditions. Mais les chamans ont eu un apprentissage, souvent long et douloureux, et très, très fatigant. Et donc, ce sont des personnes qui le font depuis pas mal de temps, et qui sont encore reliés à des contextes traditionnels, qui ont eu, par exemple, avant on citait Jacques Mabille. Bon, Jacques Mabille a eu lui-même des expériences de ce type. Il a mené une expérience pilote il y a de nombreuses années de cela, une des premières de la part d'un médecin occidental. Il a vécu pendant plusieurs mois en Amazonie pour apprendre ces techniques. Bon. Et donc, c'est ce qui fait toute la différence, en fin de compte. Ce n'est pas simplement en lisant un livre, si vous voulez, qu'on va devenir chaman. C'est une expérience, ce n'est pas une étude comme on l'entend classiquement, au sens classique du terme, en Occident, enfin dans le monde moderne, quoi. Donc si quelqu'un dit, voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie de devenir chaman, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Il y a des filiations, c'est-à-dire, par exemple, je sais que il y a des personnes qui se sont formées, par exemple, au Pérou, et qui sont retournées dans leur pays avec quand même une base de formation importante, sérieuse. Ils ont peut-être moins d'expérience que les chamans qui font ça depuis de nombreuses années, mais ils ont quand même une expérience qui leur permet de commencer à le faire aussi. C'est ça, donc il faut se renseigner un peu sur le CV des personnes qu'on approche. Surtout quand cette expérience prévoit l'usage de certaines substances psychotropes qui peuvent être très fortes. C'est ça. Il faut savoir que le chaman n'utilise pas toujours des substances psychotropes. Il faut savoir que dans les cultures premières, il y a une élection, c'est-à-dire que le chaman est reconnu, et donc il décide pas qu'il devient chaman. Et souvent, effectivement, c'est quelqu'un qui est amené à devenir chaman. Et s'il le fait pas, il risque d'avoir une maladie, en effet, parce que quelque part il est Antoine, tu es d'accord avec ça? Donc c'est un vécu, en effet, c'est une au sens de l'individuation, c'est un vécu, c'est pas un apprentissage. On peut pas apprendre le chamanisme dans les livres, bien entendu. Il y a quand même les deux. Mircea Eliade le dit bien. Il y a la vocation chamanique et il y a aussi l'apprentissage. Oui. Ça dépend aussi des cultures. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est l'intérêt aussi, évidemment, intellectuel ou, je dirais, presque théologique du chamanisme, et puis la pratique réelle, voilà,
où effectivement il y a peut-être une notion beaucoup plus forte de vocation. Alors, Antoine, Franck nous demande si le lien que vous établissez entre nature et culture, n'est-ce pas ce que les kabbalistes nomment le lien parfois conflictuel entre le créateur et la création? Parlez-vous de la même chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je préfère dire que je ne sais pas parce que c'est mieux. Oui, tout à fait. Pour les animistes, c'est sûr que Dieu s'apparente à la nature. Oui, c'est ça. C'est une vision panthéiste des choses, quoi. Dieu et la nature se confondent. La grande mère, la mère nature, c'est avant tout notre. C'est ça, c'est surtout qu'il faut. Pachamama, voilà. Et dans toutes ces formes. C'est vrai que dans bien des cultures, ils ont aussi des dieux. Ils arrivent à concevoir aussi un dieu. Mais pour eux, c'est beaucoup plus important d'avoir des rapports avec les esprits de la nature. Ils sont quand même des représentants, en quelque sorte, de Dieu. C'est ça. Oui. Il existe une représentation scientifique de l'animisme. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous considérez que, par exemple, en physique quantique, il y a effectivement ce lien entre particules, si vous considérez que le principe qui anime le vivant est un principe qu'on retrouve à l'échelon micromoléculaire, eh bien, ce principe qu'on pourrait appeler une conscience universelle se retrouve aussi bien dans tout le système vivant, n'est-ce pas, qu'en dehors du système vivant. Donc, à ce compte-là, la nature en elle-même et la création en elle-même est le support du principe que Freud aurait appelé le grand Manitou, que Jung appelle l'archétype universel, ou je sais plus, le grand archétype. Voilà, bon, chacun y va de son substantif, mais donc d'une certaine façon, scientifiquement parlant, on peut dire que la conscience est dans l'atome, si vous voulez. C'est ça. Donc, mais c'est pas pour autant un dieu, c'est un principe. Mais on peut en faire une déité. Voilà, c'est ça. Ou un souffle, quoi, un souffle de vie, quoi. Ben oui, c'est la première phrase de la Bible. Hein. Voilà, exactement. Alors, Antoine, Brigitte nous dit, si la nature est sacrée, où est alors la place de l'être humain? Ne faut-il pas laisser tomber ce concept de sacré et de nature afin de penser plutôt des collectifs entre humains et non humains? Alors, la nature est sacrée parce que justement, elle est extrêmement importante pour l'homme et elle est à respecter. Donc le sacré, ça veut dire d'une partie, la définition du sacré, c'est quelque chose qu'il faut respecter et qui a une délimitation. Voilà, il y a entre le profane et le sacré, il y a une délimitation. Et il y a tout ce domaine qu'il faut absolument respecter parce que c'est nécessaire à notre vie spirituelle. Et c'est cela que les peuples animistes perçoivent. C'est sacré parce que justement c'est extrêmement important. On ne peut pas se scinder de la nature parce que nous perdrons la possibilité justement de nous rapporter à l'inconscient. Parce que la nature est la voie du rapport à l'inconscient. Depuis de nombreux millénaires, c'est un contenant de l'inconscient. C'est à travers la nature que l'on peut justement entendre nos voix plus profondes. Et c'est sacré pour ça. Vous voyez, c'est vraiment de l'ordre. Comme je vois cette bouteille d'eau qui est à côté de moi, c'est vraiment pour eux, hein, pas pour nous. Pour ces peuplades, c'est comme ça. Ils ne se posent pas beaucoup de questions là-dessus. C'est d'une évidence frappante. Vous voyez, c'est de leur quotidienneté. Ils sont entourés d'entités sacrées qui parlent à travers la nature. C'est ça. Et
Edouard, un autre internaute, Daniel, nous dit justement à propos de sacré, nous parlons de la nature comme si nous n'en faisions pas partie, comme si elle était extérieure à nous. Or, je suis aussi une forme de la nature. En ce cas, je devrais être ébahi par mon doigt ou ma main. Réenchanter la nature ne passe-t-elle pas par réenchanter l'homme? Bien sûr, je veux dire que c'est presque une évidence. Le corps humain est un trésor de la nature. Et c'est magnifique et c'est extraordinaire. Donc on peut réenchanter l'homme, réenchanter le corps. Les animaux, c'est pareil. J'étais sensible à ce que disait tout à l'heure Antoine, c'est que quand même Bouddha considérait que les femmes n'avaient pas d'âme. Maintenant les femmes ont une âme, mais les animaux, moi j'en parle dans invisible. Les animaux ont une pensée, ils ont des émotions, ils ont une âme aussi, et ils sont admirables. Les animaux sont admirables et tous les animaux sont susceptibles de commercer avec l'homme comme ils commercent avec le végétal. Donc on est dans une grande symphonie. C'est un orchestre, voilà, symphonique où tout le monde a une part et quand tout le monde joue, eh ben ça fait une belle musique. Et puis ça peut aussi être la cacophonie, voilà. Tout à fait. Antoine, un internaute nous demande, est-ce que vous connaissez les écrits de Corinne Sombrin, qui a beaucoup écrit sur le chamanisme amérindien, je pense? Non, je ne connais pas. Ok, Edouard, vous êtes familier avec ses écrits? Oui, je la connais, je connais ses écrits, oui, mais bon, j'ai pas grand-chose à commenter sur Corinne Sombrin. Ok. Alors, Sophie nous demande, si l'inconscient est dans l'environnement, peut-il être aussi dans les machines, justement, les robots, l'électricité, qui sait, la fée électricité? Oui, bien sûr, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos du shintoïsme. L'âme étant une perception, tout nous produit des impressions sur notre psyché. L'âme, dans l'approche psychoanaliste, c'est justement cette impression que les choses sont en mesure de susciter sur notre psyché. Et alors, à ce moment-là, on s'aperçoit que justement, il y a mais ça, les peuples animistes le savent très bien, c'est une constante chez eux, il y a des âmes et des esprits qui sont positifs ou négatifs. C'est ça. On s'aperçoit justement que le ciment, si on part de ce point de vue perceptif, on s'aperçoit que le ciment, c'est négatif. Que ça produit de la négativité en nous. Le ciment, l'acier, toutes ces choses froides, qui sont vraiment artificielles. Non, et on s'aperçoit même d'un point de vue simplement esthétique. Non, une maison qui est construite avec des pierres, et une maison qui est construite avec du ciment, c'est pas pareil. Il y a une contiguïté du matériaux qui sont utilisés avec la nature, et ça change tout dans l'aspect, disons, animiste des choses. Oui, mais alors on peut imaginer que justement un robot, c'est quand même, qu'est-ce qu'il y a de plus froid qu'un robot? Alors ce serait des entités ou des esprits négatifs alors à ce moment-là. Toute cette technologie qui arrive, là, un peu transhumaniste, etc. Alors c'est une bonne dose de négativité qui nous vient encore en plus alors. Oui, mais je pense que si on s'arrête un tout petit peu, on essaye de percevoir ces choses avec le cœur, eh bien, on peut même prendre peur. Et disons, ces sensations négatives ont inspiré pas mal d'écrivains, de cinéastes. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, Antoine Fratini, est-ce que vous voulez, on va bientôt conclure. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il me semble que cette conversation que l'on a eue est très très intéressante. Ça m'a beaucoup plu. Donc je vous remercie vivement de m'avoir invité à y participer. Avec grand plaisir. Edouard? Eh bien, de même, je suis très content d'avoir pu participer à cette émission avec Antoine. Je trouve que c'était très intéressant. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir accueillis.